Salam alaikum, Azul. Bonjour. Avant d'aborder notre sujet du jour, je veux signaler à nos téléspectateurs que depuis la dernière intervention de Sellel à la télévision algérienne, nous essayons sans arrêt de contacter les militants anti-gaz de schiste à In Salah. C'est quasiment impossible, comme si cette région avait été sciemment isolée, coupée du monde, pour empêcher ses habitants de s'exprimer. Bien, lorsqu'il est contesté, de quelque façon que ce soit, le régime a des méthodes toutes prêtes, bien rodées. Elles se déclinent en autant de gourdins et de carottes, selon que le temps soit à la répression ou au câlin. Mais le meilleur machin du régime, pour s'aborder tout mouvement de contestation, a toujours été de créer, au sein de tout groupe qui ose dresser la tête, un autre groupe cloné à l'identique, qui fait semblant de contester, mais qui en fait n'a d'autre raison d'être que de semer la zizanie parmi les contestataires, les diviser, les monter les uns contre les autres. En fait, le régime ne fait qu'user d'une méthode vieille comme l'humanité. Diviser pour régner. À chaque mouvement contestataire, il crée un contre-mouvement. C'est une technique ô combien éprouvée. Aux syndicats autonomes, il a créé des clones à sa dévotion pour les parasiter. Au FIS, il a créé des islamistes maison. Aux autres grands partis réellement démocratiques à l'époque, réellement ancrés à la société à l'époque, il a lancé des partis copiés sur les mêmes apparences, mais dont les leaders ont un fil à la patte. Contre les syndicats autonomes, il a lancé d'autres syndicats pseudo-autonomes. L'autre méthode, celle de la carotte, à proprement dire, est elle aussi utilisée sans compter, sans regarder à la dépense. Ainsi, le régime n'hésite pas, lorsqu'il est menacé dans sa pérennité, d'acheter des partis tout entiers comme un objet que le commerçant vous enveloppe et que vous emmenez sous le bras. Des contestataires parmi les plus acharnés ont été approchés, travaillés au corps, convaincus qu'ils agissaient contre les intérêts suprêmes de la nation, comme ils disent. Ou alors, quand ils sont moins naïfs, mais plus sensibles aux arguments qui se déclinent en belle liasse, on use du moyen le plus efficace qu'ils puissent imaginer, celui de la tchipa. Au sud, la mobilisation, jusque-là sans faille, des militants anti-gaz de schiste avait soulevé l'admiration de tous les Algériens et même des militants anti-gaz de schiste dans le monde entier. Jamais depuis l'indépendance du pays, on n'avait assisté à un tel mouvement social, une contestation qui s'est étendue à tout le Sahara. Nos compatriotes du Sud, pacifiques et modérés comme nous les connaissons, ont montré néanmoins un aspect de leur personnalité que nous ne leur connaissions pas. Une détermination d'acier et un niveau de conscience politique d'une rare acuité. Ils n'ont rien cassé, rien saccagé, mais ils ont tenu bon contre toutes les manipulations. Ils ont tenu presque un mois, sans désemparer, au cœur de la contestation, une ville, de tout temps livrée à elle-même. In Salah est devenue le bastion, le cœur battant d'une conscience politique qui s'éveille, qui promet des lendemains meilleurs pour des populations abandonnées à leur propre sort, qui ont toujours été privées de leur propre richesse, de ce pétrole et de ce gaz qu'on soutirait de sous leurs pieds et qui profitaient à tout le monde, sauf à eux. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le gourdin et la carotte ont été appelés à la rescousse. Pendant que le premier tournoyé dans l'air est menacé de s'abattre sur les récalcitrants, la carotte s'est subrepticement engouffrée dans les consciences les plus sensibles au tintement des arguments sonnants et trébuchants. Et ainsi, du jour au lendemain, dès la fin du discours de Sellel, comme par hasard, des gens sortis du sein même de la contestation se mirent à ramer à contre-courant. Les mêmes qui dénonçaient la fracturation hydraulique et le danger
que celle-ci représente pour l'avenir des générations futures, pour l'environnement, pour la vie même, se transformèrent, comme ça, soudainement, en soutien inconditionnel du régime, affirmant que cela les avait convaincus, alors que celui-ci n'avait strictement rien dit de nouveau, à part se moquer du monde et débiter ses habituels mensonges. Aïn Salah, le ver est donc dans le fruit. Nos militants du Sahara ne sont plus seulement seuls, abandonnés de leurs compatriotes du Nord. Ils sont en plus, désormais, exposés à la désaffection de ceux qui se tenaient à leur côté. Ils sont désormais sous le tir nourri de la corruption et de la subversion. Et rien ne dit que le gourdin ne va pas s'abattre sur les plus courageux, les plus déterminés parmi eux. Mais tant va la cruche à l'eau. Peut-être est-ce mieux ainsi, pour que les militants contre le gaz de schiste sachent qui est vraiment désintéressé, qui est vraiment décidé. Ainsi, le blé sera séparé de l'ivraie. Et qui sait, peut-être que ce courage admirable de ces militants va-t-il être le ferment qui fera se lever la conscience de tout le peuple algérien, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, liberté. Au lendemain des déclarations du Premier ministre, Salah, la confusion gagne le front anti-gaz de schiste. Le soir d'Algérie, les manifestations anti-gaz de schiste se poursuivent à Salah. Celle-là n'a pas convaincu. Algérie, l'opposition au gaz de schiste persiste. Jeune Afrique. Algérie, l'opposition au gaz de schiste persiste malgré les assurances du gouvernement. Avec nous, pour parler de tout ça, Saleh Hedjeb, membre du CCTA, collectif contre le transport aérien, et Sofiane Benagila, ingénieur agronome et militant des droits de l'homme à Larouat. Saleh Hedjeb, merci de nous avoir rejoints. Je crois que nous l'avons perdu. Très bien. Nous allons voir Sofiane Benagila. Sofiane Benagila, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de cette soudaine scission au sein du groupe qui menait la contestation contre le gaz de schiste à Salah? Allô? Oui, vous ne m'avez pas entendu, Sofiane Benagila? Vous pouvez répéter la question? Oui, alors je vous disais, que pensez-vous de cette soudaine scission du groupe qui menait la contestation à Salah? Ah oui. C'est admettons que ça soit prévisible. Parce que c'était prévisible. De toute façon, il y a même les autres partis, FCD, etc. Il y a eu une tentative de manipulation. En admettant qu'il y ait des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, ou qui aient été convaincus, et bon, ils sont libres de le faire, mais ça ne remet pas en cause, fondamentalement, ça ne remet pas en cause le bien fondé du mouvement. De toute façon, les gaz de schiste et le reste des systèmes d'exploitation qui est, avec le Canada, tout est tourné, tout est fait, quoi, là-dedans. C'est ça, c'est la question est quand même, Sofiane Benagila, on vous entend très mal. Nous allons passer à Saleh Hedjeb, nous allons laisser le soutien technique avec vous pour essayer d'améliorer la qualité du son. Saleh Hedjeb, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous qui êtes un membre fondateur du fameux CCTA, désormais, le collectif contre la cherté du transport aérien, votre groupe a particulièrement inquiété Air Algérie, Aigle Azur, le fameux rôle, le ministre des Transports et tout le régime d'une manière générale. Est-ce que vous n'avez pas vous-même subi donc des tentatives d'infiltration, d'intimidation, de corruption, de pression? Oui, nous avons, en fait, quand on a un mouvement comme ça qui se constitue, généralement, on ne connaît pas tout le monde, mais n'empêche qu'on peut
désigner certaines personnes un peu pas trop nettes, pas trop floues. Donc nous, notre stratégie de base de travail, c'était de ne pas se mettre derrière une personne. Nous avons une stratégie de travailler d'une façon collégiale, de travailler sur une façon, comment dire, horizontale. Et nous n'avons jamais nommé une personne qui est président. Nous avons décidé d'avoir toujours un comité composé entre 3 et 5 personnes pour avancer ensemble et pour travailler ensemble. Et effectivement, ce genre de travail, on peut dire de sale travail, de diviser les gens, on a subi quand on a vu certaines remarques avec Mokhtar qui était parmi les gens qui défendaient les voyageurs algériens, qui a attaqué Air Algérie, qui a attaqué Aigle Azur, qui a essayé de faire des sketchs pour Chaki, pour le consul algérien qui a payé 200 000 euros pour Chamami. D'un jour ou l'autre, il se transforme en défenseur, en une personne qui est adorable à Monsieur le Président et au 4e mandat. Alors que lui-même, il s'est moqué longtemps devant les invalides quand le président était là-bas pendant 3 mois. Donc là, nous avons vu ce genre de manipulation, mais vu la façon de travail, notre façon d'être structuré, ça nous a épargné de rentrer, comme on dit, d'arrêter notre mouvement, parce que le mouvement ne dépendait pas d'une seule personne. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez pas subi, votre groupe ou votre propre personne, est-ce que vous n'avez pas subi des approches, des infiltrations, des intimidations, tentatives de corruption? Enfin, sincèrement, bon, c'est pas quelque chose que je l'ai déjà dévoilé, mais bon, aujourd'hui, vu le contexte à El Salah, donc c'est la première fois que je parlerai de ça. Personnellement, j'ai été contacté par des consuls algériens. Il y en a un consul qui m'a parlé, qui essaye de me dire pourquoi ne pas investir en Algérie. Je peux vous montrer des billets pour monter une société là-bas. Il y a un deuxième consul qui vient me poser un jour une question: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quand j'ai dit je suis ingénieur en informatique, directement, bizarrement, il me dit nous cherchons un informaticien. Et j'ai fait semblant de ne pas comprendre qu'est-ce qu'il raconte. Je lui dis, monsieur le conseiller, pour faire quoi? Il me répond, pour faire le réseau et faire le développement. Je lui dis, monsieur, le réseau, le développement, ce sont 2 domaines différents en informatique. Et là, il me répond clairement, il me dit, écoutez, il fait rien, on va lui donner 2000, 2500 euros et on a besoin de lui de temps en temps. Et là, on voit bien la façon, la méthode sale d'acheter les gens, d'essayer de tourner autour avant de leur parler clairement. Voilà, on vous donne ça, vous lâchez le morceau. C'est clair. Vous venez de nous citer une méthode parmi les plus usitées de ce régime à l'étranger, dans les consulats et à l'ambassade. C'est comme ça qu'ils font. Ils approchent les gens qui dénoncent ce régime, et à chaque fois, ce sont des propositions de ce genre ou encore plus alléchantes parfois. Mais restez avec nous, Salah Hijab. Nous retournons à Sofiane Ben Agila en espérant que le problème du son a été réglé. Sofiane Ben Agila? Oui. Ah, très bien. Parfait. Alors, donc, nous en étions à ce qui vient de se produire à En Salah. Ils ont tenu 1 mois, ils n'ont pas pu les diviser. C'est des gens, d'ailleurs, le collectif est composé lui-même d'experts, de gens qui ont été cadres supérieurs sur la traque, à Naftal, des gens qui connaissent parfaitement le problème de la fracturation hydrochimique, etc. Et du jour au lendemain, juste après le discours de Sellal, alors qu'il n'a rien dit de nouveau, une partie de ce groupe se met à soutenir Sellal et de dire qu'il faut mettre fin à la contestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est normal que dans une frange de la société, il y ait des gens qui soient manipulables, une société n'est pas parfaitement homogène. Et donc, sous des pressions, c'est évident qu'il y en ait qui craquent, qui cèdent. Mais ça ne remet pas en cause la question fondamentale des gaz de schiste. Ça ne remet pas en cause. S'il y a des gens qui ont été convaincus par le chef du gouvernement, bon, c'est bien pour eux, mais bon, quand on voit l'évolution des choses, on voit, par exemple, quand on voit la France ou la Chine qui sont grands consommateurs d'hydrocarbures, on voit que la Chine refuse, avec toutes les réserves qu'elle a,
elle refuse jusqu'à présent de s'en servir parce qu'elle n'est pas à la hauteur sur le plan industriel et indépendamment des facteurs environnementaux qu'elle remet, qui sont complètement, enfin, c'est désastreux. Et industriellement, elle n'est pas capable de faire face. L'État de New York qui vient d'interdire le gaz de schiste pour l'exploitation pour des raisons de santé, etc. Donc ça c'est l'État de New York, ça c'est en décembre, le 17 décembre, ils viennent d'interdire ça. Donc bon, voilà, la question reste la même, hein. C'est pas une minorité ou oui, mais ça va gêner, Soufiane Benagila, ça va gêner les militants qui ont déjà fort à faire pour contrer ce régime avec toute sa puissance, que leurs propres amis, que leurs propres voisins, leurs propres parents, du jour au lendemain se mettent contre eux avec ce régime. Ça va les gêner, surtout que ça va surtout diviser la population, qui ne saura plus qui croire. Mais sinon, je vais profiter de votre présence parmi nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome. Yousfi, le ministre de l'Énergie, a déclaré, mais avec une assurance et une certitude incroyable, contrairement à ce que disent les experts, il a dit non. J'affirme d'une façon non discutable, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire, que l'exploitation du gaz de schiste au Sahara ne contaminera pas les eaux souterraines. Il l'a dit comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette déclaration? Il y a quelque chose qu'il faut, je pense au départ qu'il faut préciser. Youssouf Yousfi ou tous les gens du pétrole, de l'industrie pétrolière sont peut-être en mesure de nous expliquer comment ça se passe, mais ils ne sont pas outillés pour nous expliquer c'est quoi le retombé sur l'environnement, etc. C'est pas eux, c'est tous les biologistes et c'est eux qui sont les mieux habilités à en parler. Tous les médecins, tous les écologistes, tous les biologistes. Et donc c'est pas aux pétroliers de nous dire si c'est bon, c'est pas bon. Mais à votre avis, je sais que vous documentez beaucoup sur la question. À votre avis, cette déclaration de Yousfi qui dit les eaux souterraines ne seront pas contaminées. Il ne parle pas de l'exploration, il parle même de l'exploitation. C'est-à-dire quand il y aura 35 000 puits, il dit il n'y aura pas de contamination. C'est impensable parce que je me demande comment en traversant la nappe albienne, les pétroliers actuellement, ils peuvent tout juste assurer qu'ils feront le maximum pour qu'il y ait le minimum de dégâts. Mais ils ne peuvent pas assurer qu'il n'y ait pas de dégâts. On voit actuellement que même l'exploitation du pétrole de façon le pétrole conventionnel n'est pas tout à fait maîtrisé. Ni le pétrole offshore, on voit ce qui s'est passé dernièrement dans le golfe du Mexique avec la plateforme offshore. Et donc pour le gaz de schiste, à traverser la nappe albienne avec autant de fréquence et tout, c'est impensable qu'il n'y ait pas d'accident et il n'y a pas de risque zéro, c'est impossible. Et à partir du moment où il y a un minimum de risque, le risque est trop gros. Ce minimum est déjà trop gros. Aller faire de l'agriculture ou aller faire ce que vous voulez faire, aller parler de vie biologique dans une vallée comme ce qui s'est passé à David Creek aux États-Unis. Il y a même la faune a été dévastée. Comment vous voulez faire de l'agriculture, comment vous voulez que des gens y vivent, etc. etc. Et encore les Américains ont des moyens et une compétence autrement plus éprouvée. Mais restez avec nous, Soufiane Benagila. Salah Hijab, vous qui êtes un vieux routier du militantisme, un vieux routier, j'exagère un peu parce que vous êtes un jeune homme, mais vous avez vraiment été sur le terrain, et vous êtes devenu très connu des Algériens pour être un vrai militant. D'ailleurs, vous êtes de toutes les causes. Vous n'êtes pas seulement contre la cherté des transports aériens, vous êtes de toutes les causes. Au niveau de la diaspora, vous êtes toujours mobilisable, vous êtes de toutes les manifestations, de toutes les marches, de toutes les pétitions. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux militants anti-gaz de schiste de In Salah et du Sahara d'une façon générale
pour contrer cette tentative de les diviser? Ce que je peux dire à nos confrères là-bas, la seule chose, je vais leur poser la question, acceptez-vous d'être les souris des essais de la France, exiger au pouvoir algérien de voir le gaz de schiste en France, et exiger aussi de transférer la capitale algérienne à Ain Saleh, et à ce moment-là, ils peuvent faire le gaz de schiste qu'ils veulent. Il faut qu'ils travaillent avec ceux, il faut qu'ils fassent confiance avec ceux qui sont proches d'eux. Ils doivent pas voir aller loin. Ils doivent analyser ce que dit le pouvoir. Ils doivent voir le fait que cette semaine, ils vont leur faire payer les soins alors que le président se soigne à l'étranger. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de se moquer d'eux. Donc on va leur dire, fédérez-vous, travaillez tous ensemble. Et les gens qui disent on est pour le gaz de schiste et on est pour celle-là, qu'ils viennent vous parler et vous débattez ensemble et vous sachez qu'ils ne peuvent pas vous convaincre parce que c'est une cause, ils sont pas convaincus, ils sont des opportunistes que le pouvoir a pu acheter ou ce sont des gens fragiles, manipulables que le pouvoir a pu manipuler. Donc c'est ça le message qu'on leur dise. Il faut pas lâcher le morceau. Nous sommes de tout cœur avec eux. Nous travaillons à l'étranger. Nous faisons tout pour arrêter cette mascarade en Algérie. Et on va leur dire une chose. Est-ce qu'ils préfèrent d'avoir une vraie économie, une vraie activité qui va perdurer, ou ils veulent ce gaz de schiste qui va aussi un jour va être fini, et qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs petits-enfants et à leurs enfants? Voilà. Salah Hijab, est-ce que vous prévoyez des actions d'envergure, de vraies actions, hein, pas une manifestation de 10 ou de 15 personnes, des manifestations d'envergure au niveau de la diaspora, des Algériens qui vivent à l'étranger, pour venir en aide, pour se tenir aux côtés de nos compatriotes du Sahara? La prochaine action d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une réunion de préparation, donc elle n'est pas lancée par le CCT, c'est une action citoyenne, elle est lancée par tous les Algériens. Elle va avoir lieu le 31 janvier devant le consulat de Paris. Donc c'est le même endroit que le premier rassemblement qui a eu lieu il y a une semaine. Et en parallèle, nous travaillons ensemble, nous essayons de comment débloquer cette situation. Nous cherchons des informations, nous aimerions bien avoir des informations sur toutes les compagnies qui exercent là-bas, les logos qui sont affichés sur les camions là-bas. Pour cela, ça va nous aider ici pour voir un petit peu les accords entre la France et l'Algérie. S'il y a des gens qui ont des accords, qui ont des documents qui nous aident à travailler sur le sujet ici, qu'ils nous contactent, qu'ils contactent Jamel, qu'ils vous contactent vous, Jamel, et nous travaillons tous ensemble pour arrêter. Il faut absolument que cette mascarade arrête. Mais restez avec nous, Salah Hijab. Soufiane Ben Ajila, à votre avis, on sait très bien que de toute façon, l'exploitation du gaz de schiste ne peut entrer dans sa phase vraiment active, vraiment productive, si tant est qu'elle aura lieu un jour, que dans plusieurs années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne sont pas prêts. Cela lui-même a dit l'exploitation ne peut pas avoir lieu avant 4 ans. Et certains experts disent qu'elle ne pourra pas avoir lieu en Algérie, avec l'incompétence qu'on connaît au régime algérien, avant au moins une dizaine d'années. Mais dans ce cas, puisque l'exploitation de toute façon ne va pas entrer dans sa phase active tout de suite, et d'autant plus que le gaz de schiste, compte tenu de son prix de revient, il ne va pas combler le déficit qui a été induit par la baisse des prix du baril. Puisque c'est comme ça, qu'est-ce qui fait courir le régime? Pourquoi ils insistent autant pour faire ces fracturations expérimentales? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un derrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas une feuille de route? Ça semble être la grande question. Parce que premièrement, ils comptent financer avec les réserves de change. Une bonne partie des réserves de change risque d'être engagée là-dedans. On voit donc que c'est une absurdité économique, en même temps c'est une catastrophe écologique. Et donc qu'est-ce qui va motiver ça? Et qui est le gagnant dans tout ça? Et ça semble être les multinationales, en fait. Ouais. Et alors, oui, il semble y avoir une feuille de route. Voilà, ouais. Vous confirmez donc ce que tout le monde pense, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, on est obligé de le reconnaître. Ouais. Oui. Et oui, parce que de toutes les façons, ils ne peuvent pas commencer à exploiter. Or, à voir leur acharnement, on dirait qu'ils vont commencer à exploiter dans un mois, alors que ce n'est pas le cas du tout.
Donc, on sent qu'il y a des pressions derrière, quoi. Oui. Sofiane Ben Agila, merci infiniment. J'espère vous revoir bientôt dans nos émissions et profiter de votre expérience et de votre expertise. Merci beaucoup. Salah Hajab. Oui. Alors, je vous repose la même question, parce que plus on insistera sur certaines évidences, et mieux c'est, pour que nos téléspectateurs comprennent et découvrent le poteau rose. Comme je le disais maintenant à Sofiane Ben Agila, de toutes les façons, ils ne pourront pas exploiter avant plusieurs années. Or, ils sont en train de faire un forcing, quitte à faire exploser tout le Sahara, juste pour creuser, pour faire 2 explorations expérimentales, c'est-à-dire 2 fracturations. Pourquoi vous pensez, comme Sofiane Ben Agila, qu'il y a une feuille de route? Moi, je pense personnellement, il y a une caricature qui a circulé sur Internet qui répond à cette question. Sur la caricature, on montre François Hollande. Il dit il doit payer les frais de soins en France, il doit payer le soutien pour le 4e mandat. Il parle de Bouteflika. Donc, sincèrement, la France aujourd'hui, elle est gênée, elle peut pas faire le gaz de schiste chez elle. Elle a trouvé un pays où le pouvoir est complice. Elle veut le faire là-bas, comme elle a fait les essais nucléaires en Algérie. Les victimes des essais nucléaires jusqu'aujourd'hui sont en train de souffrir en souffrance. Eux, ils peuvent pas avoir les prises en charge en France, mais les gens des régimes, ils peuvent avoir les prises en charge en France. Donc on dit à nos confrères, c'est un complot. Cette fois, on va tourner l'affaire, le complot. C'est pas dans le sens, c'est plutôt l'inverse. C'est l'Algérie qui est visée. C'est le peuple de désert qui est gentil, qui est docile, qui parle pas beaucoup, qui est menacé. Donc voilà, les choses sont vraiment claires. Et en plus, encore une chose, la quasi-totalité des gens des pouvoirs, ils ont leurs biens à l'étranger, ils ont leur compte bancaire à l'étranger, ils ont même leurs enfants qui vivent à l'étranger. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ou dès qu'il y a le problème en Algérie, hop, ils prennent l'avion, ils partent. Et qui va rester avec les maladies, avec le danger, ce seraient les pauvres Algériens. Donc, c'est à eux de dire aujourd'hui non à ce complot. Mais pourtant, Salah Hadjab, malgré les scandales qui éclatent jour après jour, on découvre que les responsables, y compris le secrétaire général du FLN, le Premier ministre, malgré les scandales, leurs familles qui ont des millions de dollars à l'étranger, ouvertement, maintenant il y a même leurs comptes qui sont publiés, maintenant il y a même des actes de propriété qui sont publiés par la presse étrangère. Malgré ça, nos compatriotes, les Algériens, continuent de faire comme si de rien n'était, comme s'ils n'étaient pas concernés, comme s'ils ne savaient pas que ces gens-là, dès que la dalle nous tombera sur la tête, eux, ils prendront la poudre d'escampette et iront s'installer ailleurs dans leur résidence, où ils sont déjà de toute façon leur famille. Comment vous expliquez cette passivité de nos compatriotes face au péril qui menace la nation? Ce problème-là, c'est un problème stratégique. Nous avons toujours dit, les amis, quand vous avez des informations si importantes comme celle-ci, soit des biens, soit des détournements de fonds, il ne faut pas s'arrêter à un commentaire en rigolant sur Facebook, ou bien il ne faut pas s'arrêter à une publication sur un article. Il faut absolument aujourd'hui qu'on passe à une autre étape, l'étape suivante, l'étape de la justice, l'étape de geler ces biens-là. Ce sont des biens mal acquis. Il faut que cette personne justifie comment elle a eu ces biens, ou sinon ça va être gelé et ça doit être retourné vers la caisse algérienne. Il faut aussi exporter le problème politique algérien à tous les pays qui soutiennent et qui couvrent ces gens-là. Il faut qu'eux, ils doivent payer comment ils ont laissé ces personnes acheter ces biens-là. Et donc, ça, c'est un problème de stratégie, de façon de travail. On ne s'arrête pas à un article. Le jour où l'argent retourne comment dire, en Algérie, c'est à ce moment-là on va être fiers. On va dire, nous avons fait notre devoir. Mais aujourd'hui, sincèrement, on est loin de faire notre devoir et on va se rendre compte demain, quand à l'étranger, quand il y aura la crise, on ne pourra plus vivre correctement là-bas, et même en Algérie, avec la chute de prix de pétrole, ça va être de plus en plus compliqué la situation. Merci Salah Hijab, merci Sofiane Ben Agila. Salam alaikum, bqaw ala khair, bislama.